original, d'une parole singulière, constructive et utile. Nous donnons aujourd'hui la parole à CMOA, qui est le collectif d'études du mouvement ouvrier au bois, qui a invité Léo Rosel, un historien, que Pierre Mathieu, à ma droite, va présenter tout à l'heure. Alors je salue dans la salle également la présence de Serge Volikov, historien. Merci Serge d'être là avec nous. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire de la sécurité sociale, pour en montrer bien sûr l'importance et mettre à l'honneur son créateur, ou plutôt son constructeur Ambroise Croizat. Je vous rappelle qu'à la séance dernière, j'avais demandé à la salle qui ne connaît pas Ambroise Croizat. Il y avait quand même quelques doigts qui se sont levés. Eh bien, j'espère qu'ils sont là pour apprendre. Nous organisons, parce que c'est important, une autre conférence le 18 novembre, celle-ci avec la mutuelle Aubéane. L'invité sera Frédéric Pierru, sociologue, chercheur au CNRS. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le film La Sociale, qu'il était un des acteurs, entre guillemets, principaux. Et il dira, entre autres, pourquoi certains, dans le pays, veulent casser l'idée de solidarité qui illustre justement la sécurité sociale. Alors, je vais donner la parole à Pierre Mathieu, peut-être Monsieur Schmitt de la CGD nous dira un mot. Donc, il représente tous les gens qui actuellement soutiennent cette initiative aujourd'hui. Et je vous invite à ne pas négliger le soutien que vous devez à nos associations qui ont besoin de vous. Et pour finir, avant de donner la parole à Pierre, je vous demande également de bien vouloir fermer vos insupportables. Merci. Bon, moi j'ai perdu mon insupportable, donc j'espère qu'il ne va pas sonner. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. D'abord un petit mot de remerciement à l'UPOPOB d'être partenaire de cette initiative que nous avons proposée ce soir pour marquer effectivement les 80 ans de la création de la sécurité sociale. La Sécu, comme l'on dit, est une conquête fondamentale. Léo va y revenir, bien entendu. Une véritable révolution si l'on considère ce qu'elle a apporté aux travailleurs et plus largement à l'ensemble de la population par rapport à sa situation antérieure. Révolution aussi par ses ambitions d'origine, son mode de financement et sa gestion démocratique à l'origine. Malgré toutes les attaques qu'elle subit et qu'elle continue de subir, la sécurité sociale bénéficie aujourd'hui à 68 millions de Français et son devenir, comme on le voit encore cet après-midi, est au centre de la bataille politique entre ceux qui veulent achever de détruire ses fondements, les obsédés de la réduction de la dépense publique au bénéfice du monde du travail, et ceux qui souhaitent la revivifier afin qu'elle réponde de manière satisfaisante aux besoins de notre époque. Pour notre association, dont l'objet est de transmettre et de valoriser la mémoire du mouvement ouvrier, il était évident, en 2025, de mettre à l'ordre du jour de nos recherches la façon dont s'est construite sur le long terme la protection sociale dans notre département et d'étudier comment, à partir des ordonnances d'octobre 1945, la sécurité sociale se met en place dans l'Aube, avec un regard très attentif au rôle joué par les différents acteurs et les différentes organisations qui l'ont construite ou qui s'y sont opposés. Le CMOA s'est donc engagé ces derniers mois dans la collecte de documents auprès d'organisations, dans le recensement et l'étude des sources existantes. Le fruit de notre travail et de nos recherches trouve leur traduction dans les numéros
de notre revue Études et documents de juin et de septembre 2025, où Michel Chocard retrace la construction de la protection sociale dans l'aube du Moyen-Âge à fin 1947. Vous y découvrirez beaucoup d'informations et de documents sur une histoire bien trop méconnue. Une histoire qui est même en grande partie sortie des mémoires des adhérents des organisations qui ont littéralement construit la sécurité sociale en 1945 ou 1947. Je m'autorise donc un double conseil, celui d'acheter à l'issue de la conférence le livre de notre intervenant, Léo Rossel, qui traite de manière pédagogique, innovante, experte et accessible l'histoire de la sécurité, de la Sécu et de son évolution dans la dimension nationale. Et deuxième conseil, si vous le souhaitez, celui d'acquérir les 2 derniers numéros de notre revue pour tout savoir, ou presque, sur son histoire dans l'aube. Nous allons voir que dans la construction et la mise en place de la sécurité sociale à la Libération, la CGT et le Parti communiste ont joué un rôle moteur. Le travail partenarial entre l'UD-CGT de l'Aube, représenté par Michel Schmitt ce soir, et la Fédération de l'Aube du PCF, représentée par Éric Goyard, a débouché sur la réalisation d'une exposition produite par la mutuelle Aubéam à l'occasion du 1er mai à Troyes et présentée sur le stand de l'Aube à la Fête de l'Humanité. Les 3 organisations ont décidé d'unir leurs moyens pour acquérir l'exposition nationale réalisée conjointement par l'Institut d'histoire sociale de la CGT Métallurgie, dont Ambroise Croizat était le responsable avant de devenir ministre du Travail, puis du Travail et de la Sécurité sociale, afin de la présenter le plus largement possible dans le département dans les prochains mois. La première d'ailleurs de ces initiatives aura lieu samedi prochain, à la mairie, dans la salle des mariages de la mairie d'Aix-en-Othe, de 9h à 17h. Et il y a déjà une autre initiative qui est programmée au foyer Ambroise Croizat, parce que oui, il y en a un dans l'Aube, à Romilly-sur-Seine, le 21 novembre prochain. Corentin Lahu, archiviste à l'IHS-CGT, Métallurgie, et qui est membre de notre comité scientifique, et Léo Rossel, que je vais vous présenter incessamment sous peu, sont les commissaires de l'exposition que vous avez pu découvrir ou vous pourrez regarder à l'issue de la conférence, à laquelle Serge Volikov, qui est président de notre comité scientifique, a également participé. Alors Léo Rossel est normalien, si ma fiche de renseignement est exacte, agrégé d'histoire, doctorant à l'Université de Bourgogne et attaché temporaire d'enseignement et de recherche en sciences politiques à l'Université de Paris-Dauphine. Il réalise actuellement une thèse sur Ambroise Croizat, 1901-1951, ancien ouvrier métallurgiste et dirigeant syndicaliste de la CGT, devenu ministre du Travail et de la Sécurité sociale à la Libération, sous la direction de Jean Vigreux et de Julien Michy. Léo Rossel est aussi membre fondateur de LVSL. Ah, c'est quoi? C'est Le Vent se lève. Tout reconstruire, tout réinventer. LVSL est un média indépendant qui a pour ambition de faire vivre le débat intellectuel et de travailler une refondation de la pensée. C'est un site internet www.lvsl.fr que je vous invite à aller découvrir et vous y trouverez de fort bons articles dans différents domaines. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à Léo. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices de la soirée donc, de m'avoir invité pour parler ensemble de la sécurité sociale, ce qui est aussi l'occasion donc, de vous présenter ce livre que j'ai eu le plaisir de publier récemment sur l'histoire de la sécurité sociale. Alors ce livre, il est, vous le savez, sorti dans le contexte des 80 ans de la sécurité sociale et j'y rappelle donc l'ambition initiale de cette institution
qui visait à créer un ordre social nouveau, à mettre les Françaises et les Français à l'abri du besoin et à les libérer de la peur du lendemain, comme on disait à l'époque de la Libération. Alors chacune et chacun, de la naissance à la mort, devait être ainsi pris en charge pour l'ensemble des aléas de la vie, des risques sociaux, comme on dit, par un système fondé sur la solidarité nationale. Je reviens donc sur les origines de cette sécurité sociale, sur ses origines philosophiques, politiques, sociales, sur tout ce qui existe auparavant, et également évidemment sur le contexte particulier de la libération qui a permis la réalisation de cette réforme révolutionnaire. Ensuite, je reviens évidemment aussi sur ces évolutions dans les décennies suivantes jusqu'à nos jours, mais aussi sur la place qu'elle occupe dans nos représentations, dans nos mémoires. Tout au long du livre, j'insiste aussi sur le fait que cette histoire de la sécurité sociale, c'est avant tout une histoire politique, une histoire qui est faite d'espoir, qui est faite de lutte, de revendications, de débats, parfois de compromis, d'avancées sociales, de progrès sociaux, mais aussi de recul. Et donc pour ce qui est du compromis, je montre notamment que la sécurité sociale est née d'une rencontre inédite à la Libération, d'une rencontre très originale entre d'une part une haute fonction publique modernisatrice qui est attachée à une conception émancipatrice de l'État social et aussi un mouvement ouvrier très puissant au lendemain de la guerre qui va parvenir à conquérir des places très importantes, des positions très importantes dans la démocratie sociale naissante, avec notamment une CGT qui revendique 5 millions d'adhérents et qui est auréolée de sa participation à la résistance. C'est donc une création de la sécurité sociale qui est portée par un contexte politique particulier et qui, en même temps, donc, est assez révélatrice de l'hégémonie des forces progressistes à la Libération. Qu'on regarde le Parti communiste, la CGT, la SFIO également, le Parti socialiste, on voit qu'il y a une véritable hégémonie des forces progressistes à la Libération, des forces de gauche, qui rend donc particulièrement favorable ce contexte de réformes très ambitieuses sur le plan social. Il faut aussi rappeler qu'à cette époque, le patronat est discrédité par son attitude pendant la collaboration, donc il n'a pas trop son mot à dire, on ne lui demande pas trop ce qu'il en pense, même si évidemment il est assez largement opposé à cette réforme, alors qu'au contraire, comme je vous le disais, l'implication massive de la CGT dans la résistance et en particulier aussi dans la mise en œuvre de la Sécu sur le terrain est à l'origine de cette idée très présente dans les mémoires militantes d'une conquête ouvrière de la sécurité sociale. Comme on reviendra dessus par la suite, les militants de la CGT ont été vraiment les fers de lance, certains parlent du sar rouge de la sécurité sociale, et évidemment que cet élément est très important dans ensuite l'image a posteriori d'une conquête ouvrière. Alors, évidemment, il s'agit d'une réalisation collective, mais elle est incarnée dans les mémoires par deux personnages principaux. Tout d'abord, donc, Pierre Laroque, qui est un haut fonctionnaire qui est le premier directeur de la sécurité sociale, qui était déjà auparavant dans l'avant-guerre, enfin pendant l'entre-deux-guerres, un spécialiste des assurances sociales au sein du ministère du Travail, et évidemment Ambroise Croizat, donc ancien ouvrier dès l'âge de 13 ans, ouvrier métallurgiste, qui gravit peu à peu les échelons de la CGT et du PCF, qui devient secrétaire de la très puissante fédération des métaux de la CGT en 1928, puis député communiste en 1936 sous le Front populaire, et après avoir passé la guerre en prison, il devient ministre du Travail et de la Sécurité sociale à la Libération. Alors pourquoi j'insiste sur cette alliance inédite ? Eh bien parce que selon moi, c'est cette alliance-là et cette ambition commune qui permet de comprendre l'originalité du modèle social français tel qu'il se met en œuvre, tel qu'il est mis en œuvre à la Libération, donc qui permet de comprendre cette originalité-là, alors même que aussi bien cette alliance et cette ambition ont été progressivement perdues au fil des années, au fil des décennies suivantes, au profit d'un discours purement budgétaire sur un prétendu trou de la sécurité sociale. Entre-temps, on est en effet passé d'une logique de financement de besoins qui répondent à des droits sociaux reconnus comme étant universels, à une exigence inverse de réduction des dépenses, et ce qui se traduit forcément, enfin systématiquement en tout cas, par une baisse des prestations ou une hausse des conditions d'accès aux droits. Et sachant que dans le même temps aussi, on va assécher les recettes de la sécurité sociale, ce que certains appellent une politique de la caisse vide.
Donc c'est pour ça que il me semblait important de rappeler que ces évolutions sont avant tout le fruit de choix politiques, d'arbitrage, et que donc il n'y a aucune fatalité à laisser détruire une institution qui est aussi centrale dans notre pacte social républicain. Alors maintenant, je vous propose de revenir un peu plus en détail sur l'histoire de cette sécurité sociale, donc avec des éléments de contexte, hein, et il est important de commencer par rappeler que tout ne commence pas en 1945 et qu'il y a donc un ensemble d'origines, qu'elles soient philosophiques, politiques, sociales, de cette sécurité sociale. Rappeler en quelque sorte que ce plan français de sécurité sociale tel qu'il est mis en œuvre à la Libération est le fruit d'un long processus, d'une longue histoire. Et donc je vous propose de revenir un peu rapidement là-dessus. Alors en effet, on n'a pas non plus beaucoup de temps pour revenir sur ces origines, mais il faut quand même rappeler au moins que la Révolution française est un moment important de laïcisation de la charité chrétienne qui avait cours depuis le Moyen-Âge puis sous l'Ancien Régime, et que donc la Révolution française voit pour la première fois s'imposer un principe selon lequel les secours publics sont une dette sacrée de la nation. C'est la formule qui est retenue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Et à la suite de la chute des robespierristes, au moment de Thermidor, sachant que c'était les robespierristes qui portaient cette aspiration, les premières expérimentations sont très rapidement abandonnées et commence alors un 19e siècle qui est marqué par le refus de l'État d'intervenir directement dans les affaires économiques et sociales. Donc ce 19e siècle est marqué par un retour de l'assistance et de la charité, mais quand même en parallèle, on voit le développement de deux principales traditions. Une première tradition qu'on pourrait appeler républicaine, qui est héritière de la Révolution française et qui va aspirer donc à la mise en place d'une protection sociale universelle, en tout cas qui couvre l'ensemble de la population. Et une autre conception qu'on pourrait plutôt qualifiée d'ouvrière, dans le sens où elle naît dans le monde du travail, à travers les caisses de secours mutuels notamment, et qui, elle, est fortement attachée à l'idée d'une gestion par les travailleurs eux-mêmes. Ça renvoie évidemment à cette idée que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, même si ça c'est postérieur, hein, vous le savez, c'est chez Marx. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces caisses de secours mutuels, elles vont être, initialement, elles sont clandestines, elles sont interdites, mais progressivement, elles vont être autorisées par Napoléon III à travers un décret impérial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend en quelque sorte les mutuelles, mais pourquoi ? Pour en faire un outil de soutien à la politique impériale. En autorisant ces mutuelles, Napoléon III va en faire une forme d'outil, parce que ça va être confié à des notables notamment, et ça permet donc de maintenir l'ordre social. C'est un petit peu la même idée qu'on retrouve chez Bismarck dans les années 1880, lorsqu'il met en place les fameuses assurances sociales en Allemagne pour contenir essentiellement la montée du socialisme à travers donc un système obligatoire d'assurance sociale pour les salariés qui est co-géré par les patrons et les syndicats de salariés et qui est financé par la cotisation. En France, d'ailleurs, à la même période, ce qui est intéressant, c'est de voir que le patronat prend un certain nombre d'initiatives à travers le paternalisme patronal et ils vont créer, notamment dans la métallurgie, ensuite dans les mines ou encore dans les chemins de fer, des caisses de retraite. Et là encore, évidemment, il y a un discours très humaniste derrière le paternalisme patronal, mais il y a surtout un intérêt pour eux qui est de fixer la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qui est très mobile, et donc en créant ces caisses de retraite et en conditionnant le profit d'une retraite au fait d'avoir passé 12 ans dans l'usine, forcément c'est un moyen de fixer la main-d'œuvre. Donc on comprend que ces motivations patronales et cet esprit paternaliste rendent hostile le mouvement ouvrier à ce type d'initiative, et pour autant on voit se développer des projets aussi dans le monde ouvrier, dans le mouvement ouvrier, notamment avec le programme du Parti ouvrier français en 1882, porté par Paul Lafargue et Jules Guesde, et qui comporte un projet de prise en charge par la société de tout un tas d'aléas de la vie, de risques sociaux, notamment pour ce qui est des invalides au travail et des vieux travailleurs, et qui repose ici sur une gestion autonome par les travailleurs eux-mêmes de ces caisses. Et on en vient à la fin du 19e siècle,
qui est marqué, du point de vue de la philosophie politique, par le développement d'une philosophie assez intéressante qu'on a un peu oubliée, qui s'appelle le solidarisme, qui est inspiré de l'œuvre de Léon Bourgeois, qui était un radical. Et alors là, je vous renvoie notamment à cet ouvrage assez récent de Sacha Lévy-Bruhl, Le grand renversement de l'État social, et dans lequel il montre que, enfin, il expose un peu cette idée du solidarisme qui repose sur le fait que, étant donné que les individus ne peuvent pas être tenus comme seuls responsables de leur situation socio-économique dans une société structurellement inégalitaire, il faut que la société s'organise autour de la solidarité. Il faut que la solidarité soit le principe organisateur de la société. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que cette philosophie-là, elle va inspirer en profondeur la nébuleuse réformatrice, comme on l'appelle, donc toutes les personnes qui vont donner naissance à l'État social, et elle va inspirer donc les premières lois qui donnent naissance à l'État social. Donc une loi notamment en 1898 sur les accidents du travail, une autre en 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et enfin les fameuses lois en 1928-1930 sur les assurances sociales. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que toutes ces lois-là, elles partent d'un projet souvent très ambitieux, et ensuite, au fur et à mesure des années et du processus législatif, elles vont être progressivement vidées un peu de leur substance, en tout cas de leur ambition, et c'est ça aussi qui va susciter l'opposition de certaines organisations ouvrières. Et donc ces anciennes législations, comme je vous le disais, elles sont très largement imparfaites. Elles sont jugées comme étant inefficaces parce que le niveau de prestation est souvent très bas, d'autant plus que la partie de la population qui est en réalité couverte est assez faible, c'est souvent les salariés les plus pauvres. Et de plus, elles reposent, notamment les assurances sociales, sur le principe de la liberté d'affiliation. C'est-à-dire que vous allez avoir au niveau territorial tout un tas de caisses, en tout il y a plus de 1000 caisses en France à l'époque, qui sont d'origine patronale, mutualiste, parfois syndicale, départementale ou même confessionnelle, notamment la CFTC qui gère un certain nombre de caisses. Et donc cette espèce de millefeuille est évidemment un gage d'inefficacité et de forte inégalité dans la réalité de chaque caisse. Et donc pendant la résistance, pendant la guerre et notamment au sein de la résistance, on va faire un bilan très critique de ces anciennes législations, et c'est ce qui permet de comprendre le fait que le Conseil national de la résistance va s'emparer de cette question, et qu'au sein de ce Conseil national de la résistance, il va y avoir une forme de consensus sur le fait qu'il faut réformer cette ancienne législation. Il s'agit donc d'un projet qui naît en grande partie dans la résistance. Et alors, on pense parfois que c'est De Gaulle qui a créé la sécurité sociale. J'imagine que dans cette salle, peu de gens, mais sait-on jamais, et quand on va voir auprès de la population, souvent on pense que c'est De Gaulle. Je vous renvoie même à la sociale, François Rebsamen, qui était ministre socialiste du Travail, et qui pensait que c'était De Gaulle qui avait créé la sécurité sociale. Alors, dans les faits, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que par intelligence politique, on va dire, par stratégie politique, De Gaulle s'est, à partir de 1942, rallié à l'idée d'une sécurité sociale, et notamment en associant dans ses discours sécurité nationale et sécurité sociale. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il a besoin de rallier à lui les forces de la résistance intérieure, en particulier les communistes et les socialistes, pour s'imposer comme le seul leader, comme l'homme fort de la résistance. On verra par la suite que ses idées progressistes en la matière sont assez limitées. Et plus important donc encore, le programme du Conseil national de la résistance, qui est adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944, prévoit donc un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à l'ensemble de la population des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Et donc on a ici une formule assez minimale. On voit qu'il y a tout un tas de questions qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas tranchées. Pourquoi? Parce que le but du CNR, dans son programme, c'est de créer la plus large unanimité, dans le sens où il faut que l'ensemble de ses composantes soient capables d'accepter le programme.
Et donc, on a toute une histoire, je ne vais pas vous la faire, hein, mais il y a tout un tas de projets successifs. D'abord les socialistes, puis la CGT, et enfin le projet de Pierre Villon pour le Front National, mais les communistes en l'occurrence, qui va servir de base donc, de discussion au projet. Et ensuite, à partir de là, il y aura toute une navette, tout un tas d'amendements qui donneront naissance donc, à ce programme adopté à l'unanimité, on dit, voilà, même si c'était par le bureau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce programme du CNR, il renvoie en fait à plus tard un certain nombre de débats, notamment la question du financement, on ne sait pas comment ça va être financé, la question aussi du pouvoir, enfin du partage des pouvoirs dans la gestion, on dit comme ça un peu vaguement les intéressés, l'État, mais c'est donc pas très défini. C'est donc, comme je vous le disais, une formulation minimale, mais on voit quand même que ça prend un certain sens, une certaine orientation. C'est ce que l'historien états-unien Henri Galland nomme des orientations socialisantes. Enfin, il dit la couleur socialisante, les tendances socialisantes de ce programme, et donc qui va être réalisé à la Libération par le gouvernement provisoire de la République française. À la Libération, donc, on est face à, comme je vous le disais tout à l'heure en intro, un contexte politique inédit qui renvoie à cette idée d'une alliance, de l'unanimité de la résistance qui doit se poursuivre à la Libération. Et donc, un vent de liberté, d'espoir qui souffle sur la France à cette époque, avec l'idée que la démocratie libérale doit s'étendre à la démocratie sociale. Et que donc cette fameuse solidarité de la résistance en armes, cette solidarité en armes, la Rose, le Réséda, vous connaissez tout ça, doit se poursuivre à la Libération dans une solidarité sociale également. Alors, on observe aussi une forme d'enthousiasme révolutionnaire qui s'empare des différents acteurs de l'époque, des différentes tendances, alors principalement celles qui se reconnaissent dans le CNR, mais même les démocrates chrétiens disent qu'ils veulent faire la révolution par la loi. Donc on voit en tout cas que ce discours révolutionnaire traverse un peu les clivages. Et concernant la sécurité sociale, dès octobre 1944, donc, ce fameux haut fonctionnaire, Pierre Laroque, prend la tête de la direction des assurances sociales. Il est chargé à ce moment-là par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui est Alexandre Parodi, de mettre sur pied un projet, enfin un plan de sécurité sociale, à l'aide donc de ses services. Alors on présente souvent Laroque comme un gaulliste. Là encore, c'est beaucoup plus compliqué que ça, dans le sens où... L'argument, c'est qu'il rejoint Londres en 1943, que c'est un proche d'Alexandre Parodi qui lui-même est gaulliste, mais en réalité, quand on regarde d'un peu plus près, alors il ne le dit jamais clairement, il se présente toujours comme un haut fonctionnaire, neutre, ce que vous voulez, mais il témoigne de convictions progressistes assez avancées, sans doute proches en fait des socialistes, et il dit même il se revendique des grands-pères, des pères des vieilles figures du socialisme français, des Fourier, Proudhon, etc., dans un certain nombre de discours, Louis Blanc aussi. Donc il s'inscrit un peu dans cette filiation à lui-même. Et surtout, il dit lors d'un discours, en mars 1945, c'est une révolution qu'il faut faire et c'est une révolution que nous ferons. Donc on voit la portée, l'ambition de son projet et un discours qu'on aurait un peu du mal sans doute à entendre de nos jours dans la bouche d'un haut fonctionnaire. Vous en conviendrez. Et en parallèle, l'Assemblée consultative provisoire, qui représente l'ensemble des mouvements de résistance, des partis, des syndicats qui étaient impliqués dans la résistance, se dote en 1944 d'une commission du travail et des affaires sociales qui est présidée par Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, mais donc à ce moment-là, il sort de prison, il est libéré, il était à l'époque au bagne d'Alger, et il est mandaté, il est nommé par la CGT pour la représenter, la CGT encore clandestine, pour la représenter au sein de cette assemblée consultative provisoire. Mais pour autant, il faut attendre un peu de temps avant que la sécurité sociale apparaisse comme une urgence. À ce moment-là, évidemment, il y a d'autres
d'autres questions qui apparaissent plus urgentes, évidemment déjà la fin de la guerre, hein, parce qu'on est encore en guerre, le ravitaillement, la reconstruction, et donc la sécurité sociale n'apparaît pas comme l'urgence numéro 1, et il faut attendre en fait le printemps 1945 pour que le processus qui mène à la création de la sécurité sociale s'accélère. Donc voilà, je vous ai déjà dit le fameux discours de Pierre Laroque, cette foi qui a été et qui restera à la base de toutes nos révolutions, car c'est une révolution qu'il faut faire et c'est une révolution que nous ferons. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie aussi à un élément auquel j'accorde pas mal d'importance, c'est cette fameuse question de la réforme révolutionnaire. Et à travers donc notamment cette citation et plus largement en fait l'ensemble du plan de la sécurité sociale, ça renvoie à un élément très important de la pensée de Jean Jaurès, donc ce fameux réformisme révolutionnaire. Alors pourquoi? C'est une réforme, hein, évidemment, c'est un ensemble de lois, d'ordonnances, de lois, de décrets, donc ça passe par des politiques publiques, et donc c'est bien une réforme de structure, comme on va par la suite l'appeler, mais elle est révolutionnaire pour autant, par sa portée, par son ambition, qui est à terme de protéger l'ensemble de la population pour l'ensemble des risques sociaux, et surtout ça renvoie à l'idée d'une transformation certes progressive de l'ordre social, mais profonde, en allant vers la fameuse République sociale. Et donc, le plan exposé de sécurité sociale évoque cet élément structurant de la pensée de Jaurès, et une telle réforme révolutionnaire, en 1945, est nécessairement une réalisation collective, même si elle s'appuie en particulier sur ce compromis original dont je vous parlais entre l'État social qui est émancipateur et un mouvement ouvrier très puissant et qui parvient à conquérir cette place centrale dans la démocratie sociale naissante. Cette fameuse CGT qui revendique 5 millions d'adhérents. Alors, si on regarde d'un peu plus près justement le partage des pouvoirs, enfin le partage des tâches en quelque sorte. Donc c'est l'administration qui se charge de proposer un plan, qui est chargée de rédiger un texte, mais elle doit encore solliciter l'avis de cette fameuse assemblée consultative provisoire. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas d'oppositions qui émanent donc de groupes sociaux particuliers contre la sécurité sociale, contre ce plan de sécurité sociale. Vous avez assez logiquement les patrons, hein, qui sont hostiles à la cotisation patronale, à la gestion par les travailleurs, mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ils n'ont pas trop leur mot à dire. Vous avez aussi la mutualité et les assureurs privés qui voient que leur poids très important dans l'ancienne législation dans les assurances sociales va devenir complètement secondaire, qu'en fait ils vont perdre tout leur pouvoir au profit du régime général de la sécurité sociale. Vous avez aussi les médecins libéraux qui ont peur d'être fonctionnalisés, qui refusent d'être fonctionnalisés, donc ça c'est aussi marrant. Vous avez les cadres qui ne veulent pas être mêlés dans le même régime que la piaille salariale. Vous avez tout un tas comme ça d'oppositions qui émanent de groupes sociaux plus ou moins organisés et qui vont essayer dès le début en fait de s'opposer à la mise en œuvre de la sécurité sociale. Et c'est pour ça que cette alliance politique entre l'administration et le mouvement ouvrier est si importante. Parce que c'est à travers cette alliance un peu, on ne va pas dire contre nature, mais bon, en tout cas assez inédite et assez étonnante, c'est à travers donc cette alliance-là que le plan va réussir donc à aboutir, en tout cas en grande partie. Donc l'administration a besoin de l'appui politique face à toutes ces oppositions de l'Assemblée consultative provisoire, qui préside la commission du travail et de la sécurité sociale, et des affaires sociales de l'ACP, c'est Ambroise Croizat. Et justement, déjà à ce moment-là, Croizat va jouer un rôle important du point de vue politique en s'assurant du fait que la commission du travail apporte un soutien ferme au projet. Et donc là, le rapport va être confié à Georges Buisson, qui est un membre justement de cette commission et qui est aussi l'un des plus fins connaisseurs des assurances sociales au sein de la CGT, qui lui est de tendance socialiste. Mais donc il y a un jeu aussi entre Croizat et
et Georges Buisson, donc, qui vont s'assurer que la commission et donc ensuite l'Assemblée consultative provisoire approuvent très largement ce projet. C'est le 31 juillet 1945 donc qu'a lieu le vote et le rapport est très largement adopté avec 194 voix pour, une seule voix contre qui est celle du député conservateur Joseph Denet. C'est un peu le seul député ouvertement conservateur dans cette assemblée de la résistance. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a 84 abstentions. Et alors d'où elles viennent ces abstentions? Elles sont très largement elles viennent très largement des députés CFTC et MRP. Pourquoi? Parce que les démocrates, le MRP, c'est le mouvement républicain populaire, c'est le mouvement en fait, des démocrates chrétiens qui provenaient de la résistance. Alors pourquoi? Parce que pour plein de raisons dont j'ai commencé à vous exposer à certaines, ils sont opposés à ce plan de sécurité sociale, notamment à la caisse unique, on reviendra là-dessus, mais le fait que les démocrates chrétiens ne pourront plus gérer leur propre caisse confessionnelle, ça pour eux, c'est un problème. Et ils sont aussi opposés au mode de désignation des administrateurs salariés, parce que c'est la désignation en fonction de la représentativité syndicale. Or, à l'époque, la CGT est 8 fois plus représentative que la CFTC, donc ils ont vraiment peur de subir l'hégémonie quasi totale de la CGT. Mais donc, ils s'abstiennent parce que ils ont donc beaucoup de choses à redire, mais ils n'osent pas non plus s'opposer plus frontalement que ça, étant donné qu'il y aurait un coût politique très important pour eux, puisque la sécurité sociale était au sein du programme du CNR et que eux, ils se disent aussi héritiers du CNR, ils ne peuvent pas s'y opposer frontalement. C'est un peu une abstention stratégique de leur part. Mais donc ce vote est décisif dans le processus qui mène ensuite à la signature des ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945 qui portent création de la sécurité sociale. Alors pourquoi on parle de deux dates, de deux ordonnances? En fait, la première, elle va principalement fixer l'organisation de la sécurité sociale, donc la réforme en fait de structure, la réforme de toute l'organisation des anciennes assurances sociales, autour donc d'une caisse unique, comme je vous le disais, réunissant l'ensemble des risques sociaux, la maladie, la vieillesse, les accidents du travail, la maternité, et gérée selon des principes de démocratie sociale, c'est-à-dire par des administrateurs qui sont désignés par leurs syndicats, par les syndicats des travailleurs, à 75%. Donc 75% des administrateurs sont ouvriers, seulement 25 sont issus du patronat. Et donc voilà, c'est un peu ça l'idée de la gestion par les intéressés eux-mêmes. Et la seconde ordonnance, quant à elle, celle du 19 octobre, elle est beaucoup plus consensuelle, tout le monde est un peu d'accord dessus, parce qu'elle prévoit essentiellement une amélioration des prestations. Voilà, donc ça, même les démocrates chrétiens, ils n'ont rien à redire là-dessus. Là, on est donc le 4, le 19 octobre. Or, le 21 octobre, donc seulement 2 jours après, il y a des élections. C'est les élections donc, du 21 octobre 1945 qui voient arriver en premier donc, le Parti communiste français, qui devient le premier parti de France à ce moment-là, qui a plus de 26% des voix, et qui arrive devant le MRP et le Parti socialiste. D'ailleurs, à ce moment-là, les communistes et les socialistes disposent ensemble de la majorité absolue en nombre de sièges, et donc le Parti communiste, qui devient le premier parti de France, voit logiquement son poids politique au sein du gouvernement renforcé. Et donc il passe de 2 à 5 ministères dans le deuxième gouvernement du général de Gaulle, avec en particulier donc le ministère du Travail qui revient à Ambroise Croizat. Ah oui, et je vous avais mis aussi une petite citation de Georges Buisson qui, dans son discours où il présente son rapport à l'Assemblée, là, le 31 juillet 1945, dit, alors il revient sur toute l'implication de la classe ouvrière dans la résistance, et il dit « Une telle classe ouvrière honore un pays, souscrivez par votre vote à cette émancipation qui se prépare. » Ça, c'était les ordonnances dont je viens de vous parler. Et on se retrouve donc à partir du 21 novembre 1945 avec un ouvrier au travail, un dirigeant ouvrier qui se retrouve au ministère du Travail.
On remarque aussi que la sécurité sociale apparemment ne fait pas partie tout de suite de ses attributions. Il est juste ministre du Travail, pas du Travail et de la Sécurité sociale, contrairement à son prédécesseur Alexandre Parodi. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la sécurité sociale, le portefeuille de la sécurité sociale, est disputé par un autre ministre, qui est un MRP d'ailleurs. C'est Robert Prigent, qui est le ministre de la Population. Et donc on voit bien l'enjeu là. Si la sécurité sociale passe à un ministre MRP, c'est toute sa réalisation qui est remise en cause, puisque le MRP y est assez largement opposé, en tout cas sur le plan formel de l'organisation. Et le projet, l'ensemble du projet, risque d'être vidé de sa substance. Et d'ailleurs, dès décembre, le MRP dépose une proposition de loi pour, en quelque sorte, enterrer cette fameuse ordonnance du 4 octobre et reprendre un nouveau projet qui reposerait sur la liberté d'affiliation, sur cette fameuse liberté d'affiliation dont je vous parlais tout à l'heure. Et finalement, il faut attendre la démission du général de Gaulle pour que Ambroise Croizat soit reconduit dans ses fonctions de ministre du Travail et de la Sécurité sociale à partir du 26 janvier 1946. D'ailleurs, il y a toute une correspondance que j'ai retrouvée entre De Gaulle et Croizat. De Gaulle, donc, qui lui dit que cette question-là doit être tranchée en dehors de toute considération politique. C'est la citation. Et Croizat, qui lui, en fait, dès son discours de prise de pouvoir, enfin d'investiture, le 23 novembre, dès le début en fait, de son discours, il dit que la sécurité sociale, ce sera l'une de ses grandes priorités. Donc voilà, il n'attend pas qu'on l'autorise, et il affirme ça dès le début. Et donc dès lors, cet ancien métallo s'investit pleinement dans la mise en œuvre du régime général de la sécurité sociale, dans la défense publique des différentes lois qu'il porte, que ce soit face à la presse, face à l'Assemblée, ou face à ces fameux groupes sociaux, groupes politiques opposés, ces groupes d'intérêt en fait, qui s'y opposent. D'autant plus qu'il sait que le temps est compté. Entre l'ordonnance du 4 octobre et l'entrée en vigueur, la date d'entrée en vigueur de la sécurité sociale qui est fixée au 1er juillet 1945, il y a donc à peine 9 mois, et il sait aussi que la conjoncture politique peut évoluer, qui ne sera sans doute pas tout le temps au sein du ministère du Travail, et donc il faut faire vite. Et donc c'est lui qui défend cet ensemble de lois, dont la plus importante est sans doute celle du 22 mai 1946, portant généralisation de la sécurité sociale, qu'on appelle souvent la loi, enfin en tout cas à l'époque, on titre la loi Croizat. Et donc quelques jours avant le vote de cette loi, Croizat déclarait « Cette révolution », excusez-moi cette formule, est attendue par tout le pays. L'association de tous les Français, sans exception, à cette œuvre de solidarité nationale prouvera au monde le caractère hautement social de cette nouvelle République que nous voulons vraiment démocratique, forte et indépendante. Donc on voit un discours très important qui insiste sur cette dimension-là, alors déjà révolutionnaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se reprend directement à la suite, ce qui montre qu'il veut en même temps réussir à avoir une forme d'unanimité autour de cette loi. Et puis justement, à la suite, il insiste sur le caractère démocratique de cette loi et sur le fait qu'elle placera la France au premier rang du progrès social. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner, je vous avais mis une petite vidéo. Ah, nickel.
décentralisation comporte une rénovation complète de notre système de sécurité sociale. Cette réforme qui doit également humaniser cette administration, la rendre plus proche des assurés et faire en sorte que ceux-ci y trouvent des avantages toujours plus substantiels. Car, et ceci est un des caractères les plus originaux du plan français, celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Rien de grand ne se fera sans la participation active et directe des producteurs eux-mêmes. L'association de tous les Français, sans exception, à cette œuvre de solidarité nationale, trouvera au monde le caractère hautement social de cette nouvelle République que nous voulons vraiment démocratique, forte et indépendante. Nous avons Donc ça vous permet en même temps d'entendre un peu sa voix et de reposer la mienne. Et donc maintenant on peut s'intéresser un peu de façon plus précise aux grands principes qui guident cette réalisation de la sécurité sociale. Donc ensemble, Croizat et Larocque vont défendre un régime qui repose sur 4 principes fondamentaux. Le premier, c'est celui de l'universalité, c'est le fait que l'ensemble de la population, de la naissance à la mort, doit être couvert pour l'ensemble des aléas de la vie. Et à travers donc l'idée que la sécurité sociale constitue dès lors un droit universel, un droit social universel, pour donc, dans un système fondé sur la solidarité nationale. Elle doit donc couvrir l'ensemble de la population française au sein d'une caisse unique. Alors ça, c'est le deuxième fondement, le deuxième principe fondamental. C'est cette fameuse caisse unique. L'idée que ça signifie qu'une seule caisse primaire par département remplace la multitude de caisses dont je vous parlais tout à l'heure, des caisses d'affinité. Les caisses primaires sont elles-mêmes réunies dans des caisses régionales qui sont elles-mêmes regroupées dans une caisse nationale. Donc c'est un principe comme ça de caisse unique qui doit garantir en même temps une meilleure efficacité pour la gestion du système. Troisièmement, là on tranche la question qui n'avait pas été tranchée par le passé, celle du financement, et c'est le principe de la cotisation qui est conservé, qui renvoie à la fameuse formule « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Donc ce principe de la cotisation, il inscrit déjà la sécurité sociale vraiment dans le monde du travail, et en même temps, il doit permettre une forme d'autonomie budgétaire de la sécurité sociale. Il doit permettre le fait que la sécurité sociale ne dépende pas des arbitrages budgétaires de l'État. Donc là, à l'approche du PLFSS, on voit à quel point cette dimension est importante. Et donc, ce faisant, la sécurité sociale devient une institution de socialisation du salaire, à travers ce fameux salaire socialisé, cette part donc du salaire brut, comme on dit aujourd'hui, qui est socialisé et qui sert à couvrir l'ensemble de la population sur le mode de la répartition et non plus sur celui de la capitalisation. Enfin, le dernier principe, qui est sans doute le plus original, Croizat le disait lui-même, c'est ce principe de la démocratie sociale. C'est la fameuse gestion par les intéressés eux-mêmes, avec une répartition donc des administrateurs dans les caisses à 75%, comme je vous le disais, 75% qui sont désignés par les organisations ouvrières et 25% par les organisations patronales. Alors initialement, ils sont désignés, comme je vous le disais, donc selon le principe de la représentativité syndicale, voilà, et à partir de 1947, ils vont être élus à travers des élections sociales qui sont, je vous invite à regarder notamment le panneau qui est consacré dans l'exposition à côté, qui donne lieu à une véritable campagne politique en plus, avec le début de la guerre froide qui arrive, et vous avez vraiment, c'est sur fond d'anticommunisme, hein, la CFTC dans sa liste, dans ses brochures, dit qu'il faut barrer la voie du totalitarisme communiste qui s'exprime à travers la sécurité sociale. Vous avez aussi, je l'ai découvert assez récemment pour un chapitre d'ouvrage collectif sur la question, vous avez les prêtres qui appellent pendant les messes à voter aux élections sociales.
vous avez des tracts qui sont distribués à la sortie de la messe pour inviter les croyants à aller voter et à se saisir de cette question. Bon, c'est une conception particulière de la laïcité. Justement, le syndicat chrétien de la CFTC, comme je vous le disais, refuse de participer à la mise en place des caisses sur le terrain, juste avant donc le début de l'entrée en vigueur de la sécurité sociale. Déjà parce qu'il perd l'exercice, il perd le pouvoir de gestion qu'il avait dans les anciennes caisses confessionnelles qu'il gérait, et aussi parce que, comme je vous le disais aussi, il craint de subir l'hégémonie de la CGT, ce qui fait que les militants de la CGT disposent d'un quasi-monopole dans la mise en place de la sécurité sociale sur le terrain. C'est ce que dit notamment Henri Galland, dont je vous parlais tout à l'heure. La position prépondérante de la CGT et le refus initial de la CFTC de coopérer à la gestion des caisses aboutirent à créer un véritable monopole de gestion au profit de la CGT à prépondérance communiste. Alors lui dit véritable monopole, moi je nuance un peu à la suite d'autres, parce que en fait, au niveau local, il y a certains militants de la CFTC qui ne suivent pas les décisions nationales, les directives nationales, et Croizat d'ailleurs lui-même dans un discours dit que dans une vingtaine de caisses, il y a un certain nombre de militants CFTC qui ont aidé, et de façon un peu habile politiquement, il dit qu'il faudrait que la CFTC au niveau national se ressaisisse et participe elle aussi à cette grande œuvre d'unanimité nationale, de solidarité nationale. Bon, aussi, il faut s'arrêter 30 secondes au moins sur le rôle de l'État, parce que donc on voit là que c'est une démocratie sociale, c'est les administrateurs de caisses qui la gèrent elles-mêmes, en tout cas à l'échelle locale. Et donc l'État, à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, voit son pouvoir limité à un certain nombre de prérogatives, mais des prérogatives qui pour autant restent très importantes, parce qu'il dispose toujours du pouvoir normatif, c'est lui qui fixe le taux de cotisation et les prestations, il ne faut pas l'oublier, et il a aussi un pouvoir de contrôle qu'il exerce a posteriori sur les caisses, sur la gestion des caisses de sécurité sociale. Mais quand même, il faut rappeler que ce n'est pas un système étatique. Si on le compare à d'autres systèmes comme notamment en Grande-Bretagne, la sécurité sociale à la française, ce n'est pas un système étatique. Sur le plan juridique, d'ailleurs, les caisses primaires et régionales sont des caisses de droit privé, ce n'est pas des caisses de droit public. Et la caisse nationale, elle, est considérée comme un établissement public à caractère administratif. Donc l'État reste assez, en tout cas en grande partie de côté pour tout ce qui relève de la gestion quotidienne de la sécurité sociale. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que à travers la combinaison de ces 4 principes fondateurs dont je viens de vous parler, la protection sociale n'est plus une affaire de paternalisme, qu'il soit étatique, patronal ou religieux, mais devient au contraire un puissant outil d'émancipation individuelle et collective. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et d'ailleurs, Ambroise Croizat en parle même comme de, je cite, l'instrument de tous les progrès sociaux qui doivent, dans l'avenir, se réaliser, dans un discours important aussi, celui du 8 août 1946, prononcé à l'Assemblée nationale. C'est une citation qu'on connaît en général peu, mais que j'aime bien, l'instrument de tous les progrès sociaux qui doivent, dans l'avenir, se réaliser. Et je vous ai mis aussi ici, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu la sociale, une photo de Jolfred Fregonara, donc qui incarne dans ce film documentaire la participation vraiment des militants de la CGT à la mise en œuvre de la sécurité sociale sur le terrain. Donc c'est un administrateur CGT de la caisse primaire de Haute-Savoie. Alors, s'agit-il pour autant d'une révolution inachevée? On peut se poser la question. En tout cas, force est de constater que ces grands principes vont être progressivement remis en cause par les différents opposants que je vous ai listés tout à l'heure. Donc une remise en cause par les opposants dans les milieux patronaux, la mutualité, les assurances privées, etc. Je ne reviens pas là-dessus, je vous l'ai déjà fait. Et face à ces obstacles, Croizat et Larocque vont devoir faire preuve de pragmatisme en donnant partiellement satisfaction à certains de ces groupes parce qu'ils voient que le temps est compté et qu'il faut sauvegarder l'essentiel de l'édifice en quelque sorte. Donc ils vont accorder une satisfaction partielle aux demandes notamment de la mutualité
qui va pouvoir gérer, les mutuelles vont pouvoir gérer les complémentaires, et également aussi des caisses, notamment pour les fonctionnaires, et c'est la création de la fameuse MGEN. De même, les cadres aussi voient une forme de satisfaction à leurs exigences avec la GIRC, et les artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs obtiennent aussi la création pour eux de régimes spéciaux particuliers. Le 24 avril 1945 ont lieu les fameuses élections sociales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la CGT gagne, remporte 60% des voix, donc comme ça on pourrait penser que c'est une victoire. La CFTC 26% et la mutualité environ 10%, le reste c'est partagé dans des plus petites listes. Mais en fait c'est une victoire un peu en demi-teinte. Pourquoi ? Parce que la CGT avait, comme je vous le disais, participé, c'était vraiment le fer de lance de cette mise en œuvre sur le terrain, et elle s'attendait au moins à 80%, quelque chose comme ça, au moins un résultat qui renvoie à sa représentativité syndicale, et au contraire, donc, sur fond de campagne anticommuniste, comme je vous le disais tout à l'heure, sur fond aussi d'opposition croissante à la participation des ministres communistes au gouvernement, parce que c'est un moment aussi où les salaires sont bloqués, où il y a une hausse de la conflictualité sociale, il y a des grandes grèves chez Renault, et où donc on remet en cause un peu cette participation des communistes au gouvernement, eh bien donc la CGT obtient un résultat qui est, en interne en tout cas, considéré comme décevant. Alors qu'au contraire, la CFTC exulte, 26%, c'est bien plus que sa représentativité syndicale supposée. Gaston Tessier, qui est le représentant de la CFTC, fait acclamer les résultats, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une tension, un conflit idéologique très important, très fort, autour de cette sécurité sociale et de sa gestion. On voit donc que cette année 1947, c'est un petit peu l'année de tous les dangers pour cette gestion ouvrière de la sécurité sociale. Le 4 mai 1947, il y a l'exclusion des ministres communistes du gouvernement, donc évidemment celle de Croizat également, qui s'en explique dans cet article donc, du guide du métallurgiste, les raisons d'une révocation, et il dit en substance qu'il était devenu impossible pour un militant ouvrier qui est resté attaché à ses origines ouvrières de rester ministre dans un gouvernement qui tend à devenir réactionnaire. Donc, exclusion des ministres communistes du gouvernement. Le 4 juin également, donc un mois plus tard, c'est une commission qui est mise en œuvre, enfin qui est mise sur pied, la commission sur l'eau, qui va aboutir à la remise en cause en fait de la loi du 22 mai 1946 dont je vous parlais sur la généralisation. Elle va en fait enterrer cette loi. Et vous avez aussi à la fin de l'année 1947, dans le contexte aussi d'entrée dans la logique de la guerre froide, la scission syndicale entre la CGT et Force ouvrière, qui va elle aussi porter un coup important à cette gestion ouvrière. Donc désormais, les CGTistes et les communistes vont faire de la défense de la sécurité sociale une thématique centrale dans leur opposition aux différents gouvernements successifs qui dénoncent comme étant réactionnaires. Et dans les décennies suivantes, on peut distinguer trois principales évolutions. Je le fais vite parce que le temps passe, et de toute façon c'est plus développé dans le livre, mais trois évolutions donc principales. Tout d'abord, il faut le rappeler quand même, l'amélioration tendancielle des conditions de vie grâce à la sécurité sociale, le fait que l'espérance de vie double, la mortalité infantile est diminuée par 10, voilà, donc vraiment des éléments très importants qui renvoient aussi à la dimension protectrice et redistributive de la sécurité sociale. Le fait qu'entre 1949 et 1970, la part des prestations dans le revenu des ménages passe de 16 à 25%. Donc on voit que la sécurité sociale joue vraiment un rôle très important dans la protection des ménages. Voilà, et ça va évidemment aussi avec toute la politique sanitaire, l'équipement hospitalier, voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Ensuite, on a une deuxième phase, enfin une deuxième grande évolution qui est la libéralisation de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'à la libération,
de même que le patronat, le libéralisme économique est très largement discrédité, parce qu'on considère que c'est en grande partie à cause de lui que la crise financière, la crise des années 30 s'est développée, et donc que la guerre également. Et à la faveur d'une autre crise, celle des années 1970, ce libéralisme économique va revenir sur le devant de la scène, et ça va se traduire dans le champ de la sécurité sociale. Alors déjà par le développement de ce que notamment Nicolas da Silva appelle un capitalisme politique, donc le fait que dans le champ de la santé, il va y avoir un marché de la santé qui va vraiment se développer, avec les cliniques privées, avec les complémentaires, avec également l'importance des laboratoires pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique, et donc tout un marché de la santé qui est solvabilisé par la sécurité sociale, qui donc a une clientèle, une patientèle, même si en réalité c'est un peu plus une clientèle, qui est directement, qui peut se payer ces soins-là ou ces services grâce à la sécurité sociale par ces remboursements. Donc ça c'est un élément important, et puis aussi c'est le même moment, c'est le moment lors duquel il va y avoir un retour de l'assistance. La sécurité sociale, c'est une assurance sociale, solidaire, etc. L'assistance, au contraire, elle est conditionnée, c'est des aides qui sont conditionnées, et qui renvoient au fameux discours qui se développe encore plus à l'heure actuelle sur l'assistanat, qui est souvent en plus articulé à un discours xénophobe, et donc à toute la préférence nationale, tous ces discours sur l'assistanat qui renforcent un vote d'extrême droite. Et enfin, une troisième dynamique qui y est liée également, c'est celle de l'étatisation. Alors, on a vu tout à l'heure que la sécurité sociale, ce n'était pas étatisé, c'était une gestion essentiellement de l'ordre de la démocratie sociale, mais à partir déjà on peut remonter ça aux ordonnances Jeanneney de 1967, donc qui vont être les premières réformes vraiment structurelles de la sécurité sociale, qui vont remettre en cause tout un tas de principes, même en fait un peu l'ensemble des principes originels de la sécurité sociale, et qui sont le moment où va apparaître dans le débat public, où va s'imposer dans le débat public la thématique du trou financier de la sécurité sociale. Ça, c'est le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui impose dans le débat public cette idée d'un trou financier de la sécurité sociale. Pourquoi ? Précisément pour pouvoir justifier cette fameuse réforme. Alors, si on regarde un peu de plus près, ces ordonnances Jeanneney, elles vont d'abord remettre en cause la démocratie sociale originelle. Pourquoi ? Parce que désormais, ça va plus être la gestion ouvrière, ça va plus être la démocratie sociale, mais ça va être le paritarisme. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la moitié des sièges dans les conseils d'administration vont être pour les travailleurs et la moitié pour le patronat. Sauf que le patronat, il est unifié. Les travailleurs, ils sont divisés. Et donc, c'est ce qui permet au patronat d'avoir de facto la majorité dans les caisses. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a aussi la suppression des élections sociales. Elles sont purement et simplement supprimées. Et dans le même temps, on remet aussi en cause le principe de la caisse unique, c'est-à-dire que désormais, chaque risque va être géré par une branche autonome, et ça remet en cause complètement la logique d'une cohésion, d'une cohérence de l'ensemble, qui permettait à certains risques qui sont structurellement déficitaires, comme notamment l'assurance maladie, d'être rééquilibrés par d'autres qui sont au contraire excédentaires, comme notamment les accidents du travail. Et donc c'est en créant de façon artificielle cette distinction des risques qu'ils peuvent mettre l'accent, qu'ils peuvent mettre le doigt sur le déficit de la sécurité sociale, qui est en fait en grande partie celui de l'assurance maladie. D'ailleurs, certains, notamment Bruno Vallat, montrent que ces différentes mesures répondent toutes aux revendications du CNPF, de l'ancêtre du MEDEF. Donc on voit bien, quelque part en 1945, il y a une alliance entre l'État social et le mouvement ouvrier. Là, il y a comme un renversement de cette alliance au profit donc d'une alliance entre l'administration et le patronat. C'est un peu ce qu'on peut voir en substance. Donc, entre-temps, la logique initiale du financement de besoins qui garantissait des droits sociaux reconnus comme étant universels disparaît au profit d'une autre exigence, celle de la réduction des dépenses publiques, et un nouveau paradigme budgétaire donc, qui s'exprime aussi par un assèchement des recettes de la sécurité sociale, par évidemment tout un tas d'exonérations de cotisations patronales, et aussi par un autre point
qui va dans cette logique d'étatisation de la sécurité sociale, c'est le fait que le financement va de plus en plus reposer sur des recettes fiscales, notamment avec la contribution sociale généralisée en 1990, qui est mise en place en 1991, donc cette fameuse CSG, qui fait que c'est un renoncement en quelque sorte à la logique de financement par la cotisation sociale, et ça va justifier politiquement dans les discours le fait que l'État se réapproprie un peu la gouvernance de la sécurité sociale. Ça passe là encore par le PLFSS, l'instauration par ordonnance donc des projets de loi de financement de la sécurité sociale qui sont votés chaque année par le Parlement. Donc là, c'est une reprise en main par le pouvoir politique, par l'État de la gestion de la sécurité sociale, et avec une gouvernance en plus à partir du début des années 2000 qui est inspirée du nouveau management public, avec la définition d'objectifs, des objectifs qu'on va ensuite évaluer, et donc un mode de gouvernance qui est complètement antidémocratique. Voilà pour l'essentiel. Juste peut-être aussi rappeler qu'en parallèle de toutes ces transformations, des récits mémoriels vont émerger autour de cette question de la création de la sécurité sociale, des mémoires conflictuelles d'ailleurs. Certains vont jusqu'à opposer les figures d'Ambroise Croizat et de Pierre Laroque. Alors, à titre personnel, je préfère au contraire insister sur leur complémentarité, sur le fait qu'ils ont défendu tous les deux un modèle commun, qu'ils ont un héritage commun, que malgré leurs origines sociales très différentes, ils ont su travailler ensemble et parler le même langage, celui de l'intérêt général et de la justice sociale. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt insister là-dessus, sur cette ambition commune qu'ils avaient d'en finir avec la peur du lendemain, et qui reste à ce titre une ambition d'une étonnante actualité et qui appelle à renouer avec de nouvelles conquêtes. Je vous remercie. Vous avez ici une petite photo où vous avez Ambroise Croizat debout et Laroque à côté, et Marcel Villard, l'avocat Marcel Villard. Oui, je voudrais revenir rapidement sur la CSG. Je suis totalement d'accord que ce principe d'imposition participe à l'étatisation de la sécurité sociale. Mais je voudrais simplement ajouter, ça permet aussi quand même, d'élargir l'assiette. Il y a des tas le patrimoine notamment, est aussi imposé à travers la CSG. En plus, on constate bien quand même que la politique économique libérale, elle ne cesse, et vous l'avez dit, d'exonérer le patronat de cotisations. Ce sont des sommes énormes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette possibilité à travers l'impôt, notamment de l'appliquer sur une assiette beaucoup plus élargie ? Alors merci de votre question. Alors par rapport à la CSG, moi je suis historien, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas là pour donner des pistes de financement. Ça après, il y a d'autres gens dans la salle qui seront bien plus doués que moi pour ça. Tout ce que je dirais, c'est que si on regarde vraiment les chiffres de la CSG, c'est environ, je crois, 144 milliards, quelque chose comme ça. C'est 105 qui viennent des revenus du travail, c'est 25 qui viennent des revenus de remplacement, donc notamment les retraites, et c'est seulement 16 milliards qui viennent des revenus du patrimoine. Donc moi, je serais assez d'accord pour qu'on taxe. De toute façon, évidemment que depuis 1945, la situation sociale, économique de la France a changé, que on était dans une société salariale à l'époque, maintenant on est dans une économie financiarisée, etc. On peut penser d'autres peut-être modes. Je pense qu'il faut dans tous les cas que la cotisation reste le modèle principal, précisément pour les questions politiques qu'on a évoquées. Mais à la limite, moi je suis pas... s'il y a d'autres modes de financement, pourquoi pas. Par contre, vraiment la CSG, si le seul argument c'est ça fait des revenus sur le patrimoine, je pense que c'est quand même assez marginal dans le total de la CSG, quoi. Je pense que c'est 16 milliards par rapport à tout l'argument politique que ça donne en termes de gouvernance étatique, ça reste malheureusement un peu léger. Mais... Oui, je voudrais que tu nous expliques un peu plus précisément, parce que tu as été très prudent, pourquoi les chrétiens démocrates, qui sont à la fois très
très présents, quelle est leur réticence de fond? Est-ce que ça renvoie à la doctrine sociale de l'Église? Est-ce que ça renvoie à l'idée même de la vision sociale par rapport à la question culturelle de la solidarité ouvrière? Et de ce point de vue, quels sont les liens entre la CFTC et l'Église? Parce qu'on sait qu'il y a eu le mouvement des prêtres ouvriers, il y a eu dans l'Église des courants qui ont pris leur distance avec la doctrine de l'Église, et puis le MRP lui-même, après, a eu une dérive droitière très, très forte. Alors j'aurais bien voulu que tu expliques, sur le fond, quelle est la vraie réticence en profondeur de ces milieux cathos à l'égard du concept, enfin de la notion de la Sécu. Ok. On prend peut-être en même temps une autre... La Sécu s'est développée dans une tension idéologique permanente. Autrement dit, c'était la lutte des classes. 20 ans après la Commune de Paris, le 15 mai 1891, le pape, je crois que c'était Léon XIII, a publié l'encyclique Rerum Novarum. Je pense qu'effectivement, cette encyclique a joué un rôle, je dirais, très important dans le combat contre l'émancipation, contre la démocratie sociale. Enfin, je ne développe pas, mais je te remercie infiniment pour la plénitude de ton exposé, mais j'étais un peu en manque à propos, effectivement, de cette absence, de l'impact, de l'importance de cette fameuse encyclique Rerum Novarum. Il y en a eu d'autres, mais celle-là, elle est quand même marquante, et je crois qu'elle a pesé lourd. Là, dans les prêches, tu disais, dans les prêches, les prêtres faisaient vraiment de l'anticommunisme primaire. Ça a joué un rôle, je dirais, considérable dans l'affaiblissement de la sécurité sociale. Merci beaucoup pour vos deux questions. Alors là, je vais faire plaisir à mon éditrice. Je vais dire que justement, Rerum Novarum et toutes ces questions sont évoquées dans le livre. Et non, plus sérieusement, en effet, ça joue un rôle très important. D'ailleurs, la CFTC se réclame dans sa création en 1919 de cette encyclique, plus largement de la doctrine sociale de l'Église. Et très clairement, elle est créée, cette CFTC, aussi pour concurrencer la CGT. C'est dans ses objectifs initiaux, c'est assez évident. C'est l'apostolat ouvrier, toutes ces questions-là. Pour répondre plus précisément à ta question, Serge, il est évident que cette fameuse doctrine sociale de l'Église, elle sert dans les arguments qui sont avancés par la CFTC, par le MRP, notamment sur la question familiale, sur les allocations familiales, sur le familialisme, le natalisme. Pourquoi ? Parce que les démocrates chrétiens sont fermement opposés à ce que les allocations familiales, qui sont d'origine patronale et aussi confessionnelle, c'était beaucoup la CFTC et le patronat, le paternisme patronal, ils sont opposés à ce que les allocations familiales soient intégrées au régime général. Et avec des discours parfois assez... qui laissent pantois. Il y a littéralement, je paraphrase, mais c'est presque mot pour mot, le fait qu'on va enlever le pain de la bouche des enfants pour le donner aux vieux. Donc vraiment, on joue sur l'opposition générationnelle et alors, évidemment, ils sont dans des arguments natalistes, familialistes. Et d'ailleurs, Larocque lui-même le dit dans ses mémoires, la seule question sur laquelle De Gaulle va s'investir directement concernant la sécurité sociale, c'est sur l'autonomie des caisses d'allocation familiale. Donc qui est obtenue au moment de la commission de Lépine, je crois, j'en ai même pas parlé, mais bon voilà. Moi j'avais enlevé, mais c'est pas grave. Donc c'est cette autonomie des CAF par rapport à la sécurité sociale. C'est De Gaulle qui tranche sur les revendications de la CFTC, du MRP, et donc voilà. Et en plus, elle est censée être provisoire initialement, et finalement, c'est en 1949 que par une loi, elle devient définitive. Et d'ailleurs, les CAF, elles sont gérées dès le début de façon paritaire, à 50-50.
par le patronat, justement parce qu'on reconnaît le rôle, l'initiative du patronat. Voilà. Bon. Alors ça, c'est pour la question doctrine sociale de l'Église. On pourrait penser aussi à la subsidiarité, le fait que l'État ne doit intervenir que lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens. Donc eux, ils sont contre, et c'est comme ça qu'ils justifient, du point de vue idéologique, du point de vue religieux, leur opposition donc à la caisse unique. Mais après, il est aussi évident qu'il y a des intérêts politiques, des intérêts d'organisation. Et le fait que la CFTC perde le pouvoir de gestion dans tout un tas de caisses et subissent d'une certaine façon l'hégémonie de la CGT, c'est évident que ça joue. L'opposition anticommuniste, enfin l'anticommunisme chrétien, ça joue. Et aussi donc vraiment des questions de politique politicienne, on dirait aujourd'hui, de vraiment défense de leurs propres intérêts d'organisation. Donc il y a les deux, même si à mon avis les premiers arguments sont plus d'ordre à justifier les seconds, mais voilà, c'est évidemment que c'est aussi présent dans leur discours. Une question de Béotien, c'est comment dans le dispositif de soins de la sécurité sociale ont été intégrés les personnels religieux qui travaillaient dans tout le système hospitalier. Parce que ça aussi, pour une part, l'Église continuait de conserver une sorte de rôle tout à fait important dans la gestion et dans l'attribution de personnel qui avait un statut particulier et qui était considéré dans leur statut comme un peu en dehors du statut des personnels de santé, hein, du fait de leur appartenance à des congrégations, à des associations religieuses. Même si le système des congrégations avait disparu depuis 1905, il n'en restait pas moins qu'il y avait un nombre significatif de religieux qui géraient les établissements de soins. Voilà. J'ai pas de réponse précise sur comment ça s'organise du point de vue professionnel, mais c'est vrai qu'il y a toujours la permanence d'un personnel religieux dans les hospices, dans tous ces lieux-là de la charité chrétienne en fait, de la charité religieuse héritée du Moyen-Âge. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 1958, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a très peu d'évolution dans la première décennie de la sécurité sociale par rapport à l'hôpital, par rapport à la question de l'équipement hospitalier. Et c'est ça aussi qui permet la permanence de cette prise en charge par les charités religieuses, les hospices, etc. Mais par contre, c'est avec vraiment, en 1958, avec la création des CHU notamment, les ordonnances Debré, qu'il va y avoir cette modernisation de l'instrument, des infrastructures hospitalières, qu'il va y avoir une professionnalisation aussi des métiers du soin. Et donc voilà, c'est vraiment le moment où ça va se développer. Et bon, alors là, ça renvoie. Aussi, il faut rappeler que ces CHU, ils sont créés grâce à une subvention de l'État, à une subvention du régime général qui est liée à une hausse du taux de cotisation et à un emprunt direct à la Caisse des dépôts et consignations, donc sans passer par de l'emprunt auprès des marchés financiers, donc sans passer par l'endettement. Et c'est aussi un élément qu'on peut rappeler en termes d'efficacité. C'est comme ça qu'ont été créés les CHU et donc la professionnalisation des professions de soins. Alors, on assiste à une médecine à deux vitesses avec le privé et le public. Là. Comment l'État a pu, au travers d'une étatisation, faire la part belle, de plus en plus belle et favoriser justement cette médecine à deux vitesses qui fait que maintenant... ça porte quand même fort préjudice à la sécurité sociale. Comme la sécurité sociale, même de par son principe, a pu admettre qu'il y a une médecine à deux vitesses. Là, c'est le refus de faire une réforme autoritaire. C'est assez évident et ça se voit notamment au niveau du conventionnement. C'est-à-dire qu'il faut attendre 1960 pour qu'il y ait un véritable conventionnement de la médecine de ville, de la médecine libérale. Et ça se fait de façon très lente. Alors initialement, ils sont censés, le régime général est censé rembourser 80% des soins, mais sauf que quand c'est un tarif qui n'est pas conventionné, forcément, ça limite fortement les remboursements, puisque c'est sur la base du prétendu conventionnement, mais à partir du moment où la plupart des médecins ne sont pas conventionnés, ça pose une question. Donc ça se fait progressivement à travers beaucoup de négociations. Là, notamment Nicolas da Silva,
insiste beaucoup là-dessus parce que lui, c'est un économiste de la santé et il a beaucoup travaillé sur cette question-là, sur les professions vraiment de santé, notamment la médecine libérale. Donc voilà, mais c'est essentiellement à travers ce conventionnement-là que les remboursements peuvent devenir de plus en plus importants, et c'est lié aussi à une dynamique d'imposition d'un pouvoir politique plus fort sous la Ve République qui négocie de façon un peu plus autoritaire avec les médecins. Je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Mais... Bien. Donc encore un grand merci à Léo pour cette conférence intéressante. Je réitère mon appel pour ceux que ça intéresse à approfondir le sujet avec le livre de Léo et nos 2 brochures où vous trouverez là des développements sur ce qui s'est passé dans notre département. Vous dire également pour ceux que ça intéresse que vous pouvez recevoir gracieusement les lettres d'information de nos associations, que ce soit l'UPOP ou que ce soit CEBOA. Il faut simplement remplir les coordonnées